Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. Paris, Rennes, Grenoble et d'autres grandes villes, mais aussi de nombreuses collectivités et communes rurales, ont éteint samedi 8 octobre au soir une partie de leurs bâtiments publics pour réduire la pollution lumineuse. Il s'agit de la 8e édition de l'opération Jour de la nuit organisée par l'ONG Agir pour l'environnement avec 25 associations et institutions, dont le ministère de l'Environnement, destinées à sensibiliser à la population lumineuse et à la protection du ciel étoilé. Le ministre de l'Environnement, Khaled Fahmy, a reçu l'ambassadeur autrichien au Caire, au siège du ministère de l'Environnement. Les deux côtés ont discuté des relations bilatérales ainsi que les moyens de promouvoir le travail commun en matière d'écologie. Au terme de cette entrevue, l'ambassadeur a remis au ministre de l'Environnement une lettre de remerciement du ministre autrichien de l'Agriculture et des Forêts à l'Égypte pour sa coopération continue dans le domaine écologique. De l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général Ban Ki-moon organise une cérémonie sur les engagements des États dans la lutte contre le réchauffement climatique en ratifiant conjointement l'accord de Paris début septembre. La Chine et les États-Unis, les deux premières puissances et deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont donné le coup d'envoi à une curieuse course à l'échalote. En vigueur, il doit être ratifié par au moins 55 pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient cette semaine à New York, le secrétaire général Ban Ki-moon organise la cérémonie de ratification de l'accord de Paris. Une vingtaine de pays pourraient en profiter pour déposer leur instrument de ratification, comme le dit la formule consacrée.
La ratification sino-américaine a créé un effet d'entraînement. L'accord de Paris pourrait bien entrer en vigueur dès la fin 2016, un an après son adoption. La vitesse de l'éclair se réjouissent certains observateurs et ONG qui rappellent qu'il a fallu attendre près de 8 ans entre l'adoption du protocole de Kyoto et son entrée en vigueur 1997-2005, ou que la population des traités internationaux mette 2 ans en moyenne pour arriver à ce stade. À ce jour, 29 pays ont déjà ratifié le texte, représentant un total de 40,12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À deux seulement, Chine et les États-Unis représentent déjà un peu plus de 38% des émissions de gaz à effet de serre. De nombreuses petites îles lourdement touchées par le changement climatique et notamment par la montée des eaux ont été promptes à ratifier l'accord de Paris, les Maldives et les îles Marshall. L'accord de Paris qui vise à maintenir la hausse des températures mondiales, bien en deçà les 2 degrés, en incitant les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre responsable du changement climatique, a été adopté en décembre au Bourget, après les 2 semaines de négociations de la COP21 par les 195 pays de l'Union européenne. Adopté, c'est-à-dire que personne n'a moufté avant le coup de marteau de Laurent Fabius, alors président de la COP. Vous allez suivre maintenant un commentaire qui vous explique tout ce qui a rapport avec la sauvegarde de notre environnement. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, relève que 8,2 millions de décès à la suite de maladies non transmissibles sont attribuables à la pollution de l'air. Près d'un quart des décès dans le monde découlent d'une cause liée à l'environnement au sens large qui va de la pollution en passant par le suicide ou les accidents de la route selon l'OMS. Un rapport de l'OMS publié récemment estime qu'en 2012, 12,6 millions de décès étaient à mettre notamment sur le compte de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, l'exposition à des substances chimiques, le changement climatique et les rayons UV qui provoquent une centaine de maladies ou de traumatismes chez les humains. L'OMS, qui avait dressé un premier tableau de l'impact de l'environnement au sens large en 2002, liste les 10 premières pathologies liées à l'environnement. L'organisation relève que 8,2 millions de décès à la suite de maladies non transmissibles sont attribuables à la pollution de l'air. Il s'agit notamment des AVC, des maladies cardiaques, des cancers et des maladies respiratoires. Les traumatismes non intentionnels, comme les accidents de la circulation, sont aussi classés par l'OMS dans les pathologies liées à l'environnement et représentaient 1,7 million de décès en 2012. L'OMS considère aussi que les accidents de la circulation sont liés à l'environnement car, selon elle, les accidents sont souvent provoqués par le mauvais état des routes. L'OMS considère aussi que les diarrhées, qui occupent la 6e place dans la liste des 10 maladies recensées par l'OMS, sont souvent induites par un mauvais réseau sanitaire, ce qui cause 846 000 décès par an. Les traumatismes volontaires dont font partie les suicides sont la 10e cause de décès liée à l'environnement. Pour l'OMS, certains suicides sont provoqués par un accès à des produits toxiques tels que des pesticides, donc liés à l'environnement. Pour l'Organisation internationale, une meilleure gestion de l'environnement permettrait de sauver chaque année 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans et 4,9 millions de personnes âgées. C'est en Asie du Sud-Est qu'il y a le plus de décès provoqués par l'environnement avec un total de 3,8 millions. En deuxième position figure la région Pacifique avec 3,5 millions, suivie par la région Afrique avec 2,2 millions, l'Europe avec 1,4 million, le Moyen-Orient avec 854 000 et l'Amérique avec 847 000. Afin de remédier à cette situation, l'OMS propose des recettes simples, réduire les émissions de carbone, développer les transports collectifs, améliorer le réseau sanitaire, changer les modes de consommation pour utiliser moins de produits chimiques, se protéger du soleil et imposer des interdictions de fumer.
L'agriculture est le facteur essentiel qui a contribué à la naissance de la civilisation de l'ancienne Égypte, notamment sur les rives de fleuves du Nil. Plusieurs civilisations ont vu leur jour de gloire au bord de ce Nil, où l'agriculture a été toujours la pierre angulaire. Dans ce phénomène, et sans ce phénomène primordial, à titre civilisation, l'homme aurait sombré dans les ténèbres du primitivisme et de l'ignorance. Pour glorifier l'agriculture qui est la clé de la Renaissance, le musée de l'agriculture de l'Égypte fut inauguré pour enregistrer toutes les étapes et les phases de l'évolution de l'agriculture depuis l'aube de l'histoire et jusqu'à l'époque contemporaine. En 1927, un décret royal a été promulgué pour la création du musée agricole de Fouad Ier, qui serait le premier musée agricole au Proche-Orient et le deuxième plus grand musée agricole dans le monde après celui de Budapest. La princesse Fatima Ismail, la fille du Khedive Ismail et la sœur du roi Fouad Ier, a consacré son palais, qui est situé au quartier Ad-Doqi, pour la création de ce musée. Le musée est un chef-d'œuvre élaboré par des architectes hongrois qui l'ont érigé selon le style européen gothique. Le musée était formé de 3 bâtiments. Le premier bâtiment est consacré à l'exposition de toute une gamme de produits botaniques, outre des plantes rares ou en voie d'extinction. Le deuxième bâtiment est destiné à tout ce qui a relation avec la faune et la flore. المتحف الزراعي ده من أقدم المتاحف اللي موجودة في مصر. هو يعتبر المتحف الأول حاليا على مستوى العالم بعد متحف المجر في بودابست. طبعا تم فكرة الإنشاء المتحف كانت سنة 1929 لما في زيارة الملك فؤاد الأول في المجر. فكان فكرة هناك لما شاف المتحف الزراعي كان إن هو عايز ينشئ متحف زراعي مصري. فكانت الفكرة ان احنا عايزين نعمل متحف عندنا. فمن خلال الزيارات الموجودة فعلا تم انشاء المتحف في 1939 وتم افتتاحه في 16 يناير 1939 وكان الملك فاروق هو اللي افتتح المتحف ده بصفة رسمية. المتحف الزراعي بيضم 8 متاحف من كل المتاحف الموجودة عندنا. حاليا في 5 متاحف شغالين وفي 3 متاحف في التجهيز. في خلال فترة قريبة إن شاء الله سيتم افتتاحهم على التوازي.
المتاحف اللي عندنا 8 متاحف. عندنا المتحف الاول اللي هو متحف المجموعات العلميه، متحف الثاني اللي هو متحف القطن، في عندنا متحف الصداقه المصريه الصينيه، في عندنا متحف المقتنيات التراثيه، متحف الثروه النباتيه، متحف البهو العربي، متحف الزراعه المصريه القديمه. احنا عندنا المتاحف ومتحف اليوناني الروماني القبطي الاسلامي. حاليا ال5 متاحف المفتوحين هو المتحف المجموعات العلميه، ومتحف البهو العربي، ومتحف الصداقه المصريه الصينيه، ومتحف المقتنيات التراثيه، ومتحف الزراعه المصريه القديمه. ال3 متاحف اللي هو جاري التطوير فيهم وجاري افتتاحهم في خلال فتره قريبه، اللي هو متحف اليوناني الروماني القبطي الاسلامي، وعندنا المتحف الثروه النباتيه، والمتحف الثالث اللي هو متحف القطن. جاري العمل فيهم على التوازي بصفه دائمه حتى ايام العطلات، ايام الجمعه شغالين فيها وايام السبت بفريق عمل كامل، بحيث خلال فتره قريبه سيتم افتتاح هذه المتاحف. Au troisième bâtiment, il abrite des outils et des machines agricoles anciennes qui font preuve de l'évolution des techniques agricoles depuis l'aube de l'histoire et jusqu'à nos jours. Ce bâtiment comporte 2 sections, dont la première porte le nom du musée de l'agriculture égyptienne dans l'époque pharaonique, et l'autre porte le nom du musée de l'agriculture égyptienne dans les ères grecques, romaines, coptes et islamiques. Également une grande bibliothèque qui renferme des livres et des manuscrits rares enseignant les secrets de l'agriculture égyptienne. Une salle de cinéma se trouve dans ce complexe de musée où de films spécialisés sont projetés pour expliquer l'évolution de l'agriculture chez l'ancien Égyptien et ses méthodes dans le travail de la terre. Le complexe de musée regroupe 7 musées qui adopte un système d'exposition strict selon les technologies modernes, surtout en matière d'aération et d'illumination. بالنسبه للمتحف الاولاني اللي هو المتحف المجموعات العلميه، ده بيضم طابقين. الطابق الاول بيضم مجموعه من الاقسام، منها بعض الاقسام ميكروبولوجي، متحف قسم زفه العروسه، قسم البيت الريفي، قسم الاراضي، وبعض الاقسام الاخرى. الطابق العلوي بيضم مجموعات اخرى من قسم الاسماك، قسم الدواجن، قسم الحيوان، قسم الابقار، وهكذا. ده بالنسبه للمتحف اللي هو متحف المجموعات العلميه. طبعا متحف المجموعات العلميه من اقدم المتاحف الموجوده عندنا في المتحف الزراعي، وبيبقى معظم الزيارات اللي بتيجي بتدخل المتحف ده اول متحف بالنسبه لهم، لان ده بيمثل تراث موجود عندنا في المتحف الزراعي. ما بعد ذلك المتحف المقتنيات التراثيه بيضم مجموعه من المقتنيات التراثيه لمعظم المتاحف الموجوده عندنا، وده في بعض مقتنيات للاميره فاطمه. طبعا بالنسبه لمساحه المتحف اجمالي 30 فدان، منها ال8 متاحف وبعض المباني الاداريه. تم اختيار المتحف الزراعي المصري في المكان على اساس ان هو قريب من وزاره الزراعه، وده كان كل المتحف بممتلكات الاميره فاطمه، وهي اتبرعت بيه بالنسبه لانشاء المتحف، بالاضافه للمقر بتاع جامعه القاهره.
préciser et préserver les pièces exposées et qui sont pour la plupart des produits organiques et qui peuvent subir des réactions nocives avec la température, la lumière et l'humidité. Pour cette raison, les responsables ont eu recours à certains appareils modernes pour alléger le taux d'humidité dans la place. Les bâtiments de musée sont entourés d'espaces verts jonchés de plantes rares et de jardins de style pharaonique. L'une des chambres les plus célèbres du musée est la chambre du coton, qui abrite des spécimens de meilleurs genres de coton cultivés lors de l'ère de Mohammed Ali Pacha. Le musée de l'ancienne agriculture égyptienne, inauguré le 26 mars 1996, est l'un des plus importants musées du Caire et qui est le premier de son style dans le monde. بالنسبة لبقية المتاحف اللي عندنا متحف الزراعة المصرية القديمة، وحاليا اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي. هذا المتحف بيضم مجموعة من الأثريات الموجودة عندنا ومن الأشياء النادرة اللي غير موجودة في أي مكان آخر. منها عندنا في تمثال إله النيل اللي هو موجود بالخلف، ده بيدل على العصور الموجودة الحالية. وده في عندنا 16 طفل، ال 16 طفل دول بيدلوا 16 ذراع اللي هو ارتفاع منسوب النيل. وده طبعا من العصر اليوناني الروماني، وده نسخة موجودة عندنا في مصر. في نسخة أخرى موجودة في الفاتيكان. طبعا بالنسبة لنا في عندنا في الجانب اليمين في عندنا التمساح، وده عمره حوالي 2000 عام. وفي بعض الأثريات الموجودة الأخرى في المتحف الزراعة المصرية القديمة، ده في الطابق السفلي، وفي بعض الأجزاء النباتية اللي بيتم شرحها فيما بعد لكل على حدة. في الطابق العلوي جزء خاص بالحيوان، ده طبعا بالنسبة للجزء اللي موجود فيه كل الأشياء اللي هي كانت بتستخدم مع الحيوانات، وده هيتم شرحه بالتفصيل.